C'est une opération coup de poing lancée par Gérald Darmanin, une opération au nom exotique, Wambushu. En gros, il s'agit de lancer dès aujourd'hui des manœuvres policières dont l'objectif est de démolir les bidonvilles dans lesquels vivent en majorité des immigrés sans papier, originaires en grande partie de la partie indépendante de l'archipel des Comores. Un archipel dont fait partie Mayotte, le 101e département français. Détruire les bidonvilles, mais aussi expulser celles et ceux qu'on appelle les clandestins. Avant même le début de cette opération, les organisations de défense des droits de l'homme se sont insurgées contre une opération d'expulsion massive qui ne respecterait pas les conventions internationales signées par la France. Et sur le terrain, l'atmosphère est déjà explosive, comme on peut le voir sur ce magnéto. Un camion poubelle en flammes, symbole d'une situation de plus en plus tendue ce matin à Mayotte, entre plusieurs groupes d'individus, ici sur cette colline, et les forces de l'ordre, dont de nombreux renforts viennent d'arriver de métropole. Depuis hier, escortée par des policiers du RAID, cette compagnie de CRS se déploie massivement sur le terrain. Le convoi progresse lentement par 38 degrés dans la jungle mahoraise. Je vais rester au milieu avec les mecs, moi. Pour ralentir leur progression, des barrages ont été installés au milieu de la route. Les policiers, contraints de s'arrêter, sont visés par des projectiles. Quand les policiers sont venus, ils ont commencé à nous caillasser, à nous mettre des galets devant nos maisons, à casser les machins, et ils nous ont menacés de mort là. C'est la première fois quand même qu'on voit ça, quoi. Même à ce niveau-là, ça fait flipper, quoi. Franchement, on savait qu'il allait y avoir ce mouvement ça allait bouger un peu, mais pas comme ça. On les attend, qu'ils viennent démolir, on les démolira. Moi, si je reste à Mayotte, mes parents ils sont en Comores. J'ai pas de famille, j'ai plus personne, j'ai pas de dortoir, j'ai rien. À la fin, je vais faire quoi? Je vais basculer dans la délinquance parce que c'est ce qui va me rester à faire. L'Union des Comores a déjà refusé l'accostage de bateaux transportant des migrants. En gros, elle s'oppose au rapatriement manu militari de ses ressortissants. De quoi faire capoter l'opération dès son début. En tout cas, la France ne compte pas renoncer, et surtout pas Gérald Darmanin qui mise beaucoup dessus pour asseoir sa crédibilité politique dans tout le spectre de la droite, mais de l'extrême droite, et se préparer pour Matignon, voire pour la course à l'Élysée en 2027. Il peut compter sur des alliés, les députés de Mayotte, notamment Estelle Youssoufa, que nous avons reçue ici, et qui soutiennent avec hargne, voire avec dérapage, l'opération Wambushu. Ils accusent l'Union des Comores de mener une guerre d'invasion par le truchement des sans-papiers à Mayotte. Les choses sont un peu plus complexes, comme nous l'explique notre confrère Rémi Carayol d'Afrique 21, dans une série d'articles intitulée « Une post-colonie au XXIe siècle », que vous lirez avec intérêt pour comprendre la complexité de la situation locale. Bonsoir Rémi. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Alors, la situation de Mayotte et des Comores, c'est celle d'un archipel colonisé par la France, dont une partie est devenue indépendante en 1975 et l'autre est devenue une collectivité d'outre-mer, puis le 101e département français en 2011. Par quel mécanisme historique en est-on arrivé là? Bon, c'est très compliqué, hein. Disons que je conseille à ceux qui auront le temps d'aller lire mon article qui est quand même assez long, mais en gros, la séparation, le processus de séparation entre l'île de Mayotte et les 3 autres îles de l'archipel débute à la fin des années 50, au début des années 60, lorsque l'indépendance semble être inéluctable pour les Comores. Il faut savoir que les Comores ont gagné leur indépendance plus tard que la plupart des autres anciennes colonies françaises sur le continent africain, puisqu'elles sont devenues indépendantes en 1975. Donc c'est un processus qui a pris du temps pendant quelques années et qui a commencé en fait avec la mobilisation d'une partie de l'élite économique à Mayotte, qui était elle-même en partie issus d'autres îles, des créoles notamment, qui venaient de l'île Sainte-Marie, qui est une petite île au large de Madagascar, ou qui venaient de l'île de la Réunion, et qui ne voyaient pas d'un bon œil l'indépendance, tout simplement parce qu'ils n'y voyaient pas leur intérêt économique, et ils ont entrepris, en fait, de mobiliser d'abord les notables mahorais, et ensuite la population, pour qu'ils réclament la départementalisation. Ça a été le mot d'ordre dès le début, mais en fait, via cette départementalisation, ils revendiquaient, ils réclamaient surtout la séparation
d'avec les autres îles. Et pour ce faire, en fait, ils ont joué sur un certain nombre d'événements à cette époque-là, dans les années 60-70, et dont l'un des plus importants fut le transfert de la capitale, donc de la capitale de cet ensemble, qui était un ensemble de 4 îles, qui était un territoire d'outre-mer depuis 1946, capitale qui a été transférée de Dzaoudzi, à Mayotte, donc, à Moroni, en Grande Comore. Et ça a été très mal perçu par la population mahoraise, parce que ça a eu des conséquences économiques assez désastreuses. Tous les fonctionnaires sont partis. Il faut savoir qu'on est sur des territoires qui sont quand même très pauvres à l'époque. Et ça a joué, en fait, un sentiment de frustration et de colère a fait que le mot d'ordre Mayotte française, Mayotte département a été plus ou moins généralisé. Les Comores, mais aussi l'Union africaine, refusent de reconnaître le caractère français de Mayotte. Sur quelle base légale? Alors, et l'ONU aussi, hein, il faut quand même le préciser. Depuis l'indépendance en 1975 et donc la séparation de Mayotte avec les autres îles, la France a été très régulièrement condamnée par l'ONU au nom de... Alors, pour l'ONU, l'explication est assez simple, hein, c'est l'intangibilité des frontières issues de la colonisation. C'est une règle qui a été mise en œuvre au moment des décolonisations, qui peut être contestée et qui est contestée dans un certain nombre d'États, notamment africains, d'anciennes colonies, mais c'est une règle qui est la règle, en tout cas, défendue par les Nations Unies, et donc la France a été condamnée à de multiples reprises par les Nations Unies pour ne pas avoir respecté cette règle. Du côté des Comores, outre cette question de l'intangibilité des frontières, il y a une autre explication, c'est tout simplement que l'île de Mayotte et les autres îles des Comores ont une histoire liée. Ce sont des sociétés insulaires, donc qui ont leurs propres caractéristiques, mais qui, grosso modo, fonctionnent de la même manière. C'est-à-dire que les Mahorais et les autres Comoriens des autres îles ont en partage une même organisation sociale, ont une langue commune, avec là aussi des dialectes différents selon les îles, mais qui ont une langue commune, une pratique culturelle tout à fait similaire, et une histoire, n'en déplaise aux défenseurs de Mayotte française, une histoire qui est liée, c'est-à-dire que la population de ces îles a les mêmes origines, en fait, même si à Mayotte, il y a effectivement une population qui est venue de Madagascar également. Mais on a une histoire commune. Et ça, c'est le grand argument, pour le coup, des autorités comoriennes. Ben, alors, si je comprends bien, la France occuperait, du point de vue du droit international, Mayotte de manière illégale. La France, notre diplomatie se fonde justement sur le respect du droit international. Donc la France contreviendrait au droit international sans conséquence pour ce qui concerne Mayotte. On a même quelque angoisse à le prononcer ainsi. Oui, bah, en matière de droit international, c'est la situation qui est celle-là aujourd'hui. Et d'ailleurs, et c'est quand même triste de le faire remarquer, à plusieurs reprises ces dernières années, la Russie a rappelé justement cette situation. C'est-à-dire qu'elle a invoqué la situation de Mayotte pour dire, mais vous les Français, vous nous faites la leçon sur les questions de droit international, mais regardez ce qui se passe à Mayotte. En fait, c'est une question qui n'a jamais été aujourd'hui résolue. Alors la France, de son côté, et les Mahorais expliquent que c'est un choix des Mahorais. Effectivement, ils l'ont choisi à de multiples reprises au cours d'élections, alors dont on peut remettre en cause parfois la sincérité, en tout cas à certaines périodes, mais en tout cas, ils l'ont à plusieurs reprises rappelé lors de consultations. Les Mahorais sont favorables et ils se sont exprimés là-dessus. Donc ça, c'est l'argument de la France, qui est aussi entendable, c'est évident. Par contre, ce que l'on note, c'est qu'au-delà de ces questions d'ordre juridique, c'est que si on est aujourd'hui dans la situation où se trouve Mayotte, et dans des situations qui sont dramatiques, il faut le dire, pas seulement pour les étrangers qui sont à Mayotte, mais aussi effectivement pour beaucoup de Mahorais qui subissent une situation de plus en plus infernale, c'est un terme qui revient souvent, c'est un enfer, alors que toutes les images que l'on peut avoir de ce beau lagon donnent des images d'un paradis. En fait, si c'est devenu cette situation-là, c'est parce que, quelque part, c'est le résultat de cette histoire absolument unique, en fait. C'est-à-dire que, outre le fait que la France a disloqué
un territoire qu'elle avait colonisé, on est dans une situation où des territoires très rapprochés sont régis par un régime différent et où une population a demandé elle-même, quelque part, en 1975, à rester colonisée. Justement, est-ce que les Comores veulent vraiment coloniser Mayotte, comme semblent le dire certains des élus mahorais? En gros, les immigrés seraient les instruments de l'État comorien dans le but de faire échouer la francisation de Mayotte. Oui, si l'on veut, si l'on veut soutenir une thèse conspirationniste, effectivement, on peut, on peut dire cela. En fait, ceux qui connaissent la région savent bien que c'est complètement farfelu. En fait, il n'y a pas de plan de la part des autorités comoriennes pour coloniser, alors j'emploie le terme avec 17 000 guillemets, pour coloniser Mayotte. Mais enfin, regardons la situation telle qu'elle est. On est dans un territoire, Mayotte, qui reçoit aujourd'hui, alors, de l'argent, beaucoup d'argent, pas suffisamment de la vie de nombre de Mahorais, qui sont, de leur point de vue, c'est plutôt logique. Eux, maintenant qu'ils sont en département français, ils réclament l'égalité avec les citoyens français. De ce point de vue, c'est quelque part logique. Ils ne l'ont pas encore, très clairement. Il y a des gros déficits en matière de droits sociaux, etc. Mais le problème, c'est que plus de l'argent arrive à Mayotte, et c'est de l'argent qui vient directement de la métropole, c'est pas de la richesse qui est créée sur place, plus forcément, ça attire les gens qui sont dans les autres îles. Il faut rappeler qu'en juin, c'est à peine 70 km de Mayotte. C'est-à-dire que la traversée peut se faire en quelques heures, très rapidement. Et au-delà de ça, ce ne sont pas, on entend souvent, en fait, les médias français ont tendance à considérer Mayotte, finalement, l'immigration à Mayotte comme la même immigration que celle des subsahariens, par exemple, qui rejoignent l'Europe. Mais en fait, c'est pas du tout comparable. Pourquoi? Parce que les Comoriens qui arrivent à Mayotte, ils sont pas en terre inconnue, ils sont pas en terre étrangère. D'abord, ils ont de la famille, forcément. Tout le monde a des liens entre les îles. Les Mahorais ont tous plus ou moins de la famille dans une des 3 autres îles, et idem pour les ressortissants des 3 îles. Donc, ils ont des liens, mais en plus, ils se retrouvent dans une société, finalement, où ils connaissent les codes, puisque, comme je le disais tout à l'heure, il y a une même organisation sociale. Donc, on est vraiment dans une situation très, très complexe, et dire que cette immigration massive, effectivement, elle est massive, résulte d'un plan du pouvoir politique comorien, en fait, c'est nier la réalité, en fait, tout simplement, des liens qui sont historiques et qui sont très étroits entre les populations des 4 îles de cet archipel. Est-ce qu'on est là face aux conséquences d'une décolonisation compliquée, en trompe-l'œil, pleine de sous-entendus, inachevés, pour partie? Bon, c'est là où je disais, c'est complexe. Par exemple, la France a décidé de conserver Mayotte parce qu'il y a eu une pression, en fait, non seulement de la part des élus mahorais à l'époque, dans les années 60-70, mais aussi du côté français, ici, en France, de la part de lobbies, l'extrême droite. Je rappelle quand même que l'Action française, donc le mouvement royaliste maurassien, a été en pointe pour soutenir le combat de Mayotte française, une partie de l'armée qui voulait conserver une base dans cette région, et un certain nombre de responsables politiques qui étaient très influents à l'époque. Je pense notamment à Michel Debré et Pierre Messmer, qui étaient des ministres importants, notamment du gaullisme. Je te coupe un peu parce que, pour ceux qui ne le savent pas, Michel Debré et Pierre Messmer sont des monstres sacrés de la décolonisation à la française et des guerres coloniales en France. Michel Debré, c'est le rédacteur de la Constitution de la Ve République, en tout cas un des principaux rédacteurs. Et Pierre Messmer, il était haut commissaire de la France au Cameroun. Il a mené une guerre, la guerre du Cameroun, et il a été par la suite très impliqué dans le lobby colonial. On continue. Eh bien, tous deux ont appuyé très fort pour que Mayotte reste française, alors qu'il faut quand même le dire, à la tête de l'État, il y avait vraiment un débat parce que certains ne voulaient pas. Focard lui-même, dans ses mémoires, explique que lui, il n'était pas pour la dislocation de l'archipel. Focard qui est un peu le grand Mamamouchi de la France-Afrique.
Tout à fait. Et Valéry Giscard d'Estaing, quelques mois après son élection en 1974, annonce que l'archipel ne sera pas disloqué et que si indépendance il y a, elle sera valable pour les 4 îles. Seulement, il y a eu un gros lobbying au niveau notamment des parlementaires qui a fait en 1974 que, alors que on devait consulter les Comoriens dans leur ensemble pour savoir s'ils voulaient l'indépendance, finalement, alors que le vote devait être pris sur l'ensemble des 4 îles, il a été pris en compte sur chaque île, indépendamment des autres. Et donc, comme les Mahorais ont voté à peu près un peu plus de 60% en faveur pour rester français, leur vote a été pris en compte, alors qu'à l'origine, ce n'était pas le projet, en tout cas, du gouvernement français à ce moment-là. Alors, les Comores et la France, c'est aussi quelques belles pages de la France-Afrique. On pense à Bob Denard et aux autres. Peux-tu nous rappeler ces épisodes-là? Quand on parle des Comores, on ne parle pas de Mayotte, mais on parle des Comores qui sont devenus indépendants, de l'île des Comores devenue indépendante. Elle n'était pas si indépendante que cela, en tout cas. Peux-tu nous raconter ces épisodes-là? En quoi ils ont un impact sur l'actualité? En tout cas, ils sont liés à l'histoire de Mayotte, puisque lorsque les Comores deviennent indépendantes en juillet 1975, un mois plus tard, donc c'est Ahmed Abdallah, qui est alors la grande figure politique comorienne. Ahmed Abdallah, un mois plus tard, est déposé par un coup d'État. Coup d'État qui est mené, alors c'est un peu les paradoxes de l'histoire, qui est mené par Ali Swali, qui est alors un responsable d'un mouvement révolutionnaire aux Comores. Mais Ali Swali qui se fait aider par Bob Denard, et oui, Bob Denard qui est plus ou moins dépêché par la France pour l'aider à démettre Ahmed Abdallah. Pourquoi? Parce qu'à Paris, on fait le calcul que peut-être que Ali Swali sera plus souple sur la question de Mayotte et qu'il n'essayera pas de récupérer l'île alors que Ahmed Abdallah semblait vouloir la récupérer. Bon, c'est comme ça que Denard arrive aux Comores. 3 ans plus tard, 1978, il se trouve qu'en fait, Ali Swali, comme tous les autres responsables comoriens qui se succéderont les années suivantes, revendiquera le retour de Mayotte dans l'ensemble comorien. Rebelote, Bob Denard est envoyé aux Comores avec, comme on dit souvent, l'expression le feu orange de Paris pour déloger Ali Swali, qui sera exécuté, et pour remettre au pouvoir Ahmed Abdallah. Et Bob Denard, à ce moment-là, va devenir quasiment un vice-président aux Comores. Il va y rester, il va faire venir tout un tas de mercenaires dans l'île, qui vont jouer un rôle à la fois de sécurité, mais aussi dans l'agriculture, par exemple. Et ils vont y rester jusqu'en 89, année où Ahmed Abdallah est assassiné, et Bob Denard est suspecté, il n'a jamais été condamné pour ça, mais il est suspecté d'avoir participé à cet assassinat. Et puis je tiens à préciser quand même que Bob Denard reviendra une dernière fois mener un coup d'État en 1995 contre le président Djouhar, qui là aussi déplaisait à Paris, même si là, pour le coup, il semble qu'il a mené ce coup d'État sans avoir l'aval du gouvernement français. Alors, c'est assez important à signaler parce que, globalement, l'argument des pro-Mayotte, c'est de dire les Comoriens ont voulu leur indépendance, ils l'ont eu, mais enfin, ils l'ont pas vraiment eu. Ils ont eu les inconvénients de l'indépendance, mais ils ont eu également, disons, des ingérences permanentes qui, au final, peuvent justifier une certaine amertume. Tout à fait. Ingérences qui ne sont pas propres aux Comores. On sait bien dans l'histoire des décolonisations qu'il y a eu énormément d'ingérences de la France et ce qu'on appelait la France-Afrique. Mais ces ingérences ont continué même après, puisque en 1997, sur l'île d'Anjouan, il y a une crise séparatiste où des responsables politiques anjouanais réclament non seulement la séparation avec les autres îles, à l'image des Mahorais 20 ans plus tôt, mais ils demandent même la départementalisation à la France à leur tour. Oui, c'est un mouvement qui est né à Anjouan, mais encore une fois, ils reçoivent l'appui d'un certain nombre de mouvements de nostalgiques de l'Empire français qui vont les soutenir dans cette démarche. Donc, en fait, pendant toutes ces années, il y a eu une forme d'ingérence de Paris, officielle ou officieuse, qui a fait que les Comores ont bien eu du mal à se développer. Alors, il ne faut pas nier non plus le fait que la responsabilité des dirigeants comoriens eux-mêmes, mais ça a joué et en gros, les Comores étaient bien mal partis en 1975 parce qu'il y avait cette île de Mayotte que eux revendiquaient et que la France, finalement, avait décidé de conserver. Alors,
Les relations entre la France et l'actuel président comorien, Azali Assoumani, ce ne sont pas des relations simples, ce ne sont pas des relations de détestation sans nuance, elles sont complexes. Est-ce que tu peux nous les raconter? Bon, depuis quelques années, il y a un rapprochement qui est assez spectaculaire entre Azali et Paris. Donc Azali Assoumani, c'est le président des Comores. Donc c'est un ancien officier qui avait organisé un coup d'État en 1999, puis qui avait été élu, puis qui avait perdu l'élection suivante. Enfin, il n'avait pas perdu, mais son camp l'avait perdu. Et qui a été réélu quelques années plus tard, et qui préside le pays depuis bientôt 6 ans, et qui a durci considérablement son régime ces derniers mois, et qui s'est rapproché de Paris ces dernières années, puisque en l'espace de 3 ans, il a été reçu 5 fois à l'Élysée. Et il s'est passé un événement aussi en début d'année, assez surprenant. Azali Assoumani a été élu président de l'Union africaine. Il faut savoir que l'Union africaine, c'est une présidente tournante tous les ans. Il a été élu président. L'Union africaine, c'est quand même 53 ou 54 pays. C'est une grosse organisation internationale. La présidence devait revenir à un État d'Afrique de l'Est, et le Kenya était le favori. Et contre toute attente, c'est les Comores, un tout petit pays d'1 million d'habitants qui pèse bien peu sur le plan économique et géopolitique. Les Comores donc, qui ont obtenu la présidence, donc Azali Assoumani, et il a obtenu cette présidence notamment avec le soutien diplomatique de la France qui a œuvré pour que ce soit lui qui soit élu président. Donc ça dit tout de ce rapprochement ces derniers temps avec Paris, mais on peut se poser aussi la question, c'est arrivé ça en février de cette année, on peut se poser la question si pour Paris il n'y avait pas une arrière-pensée, c'est-à-dire on soutient Azali pour cette candidature-là, et en échange, il nous laisse mener l'opération Wambushu, qui, il faut quand même le préciser, fait extrêmement peur du côté des îles d'Anjouan et de la Grande Comore et de Moélie, surtout d'Anjouan, puisque c'est là où sont refoulées les personnes qui sont expulsées de Mayotte. Ça fait très peur parce qu'il n'y a pas, d'abord, il n'y a pas les conditions pour les accueillir, mais en plus, il faut dire ce qui est, il y a quand même des passerelles économiques très importantes, et ces gens qui seront refoulés de Mayotte ne pourront plus, notamment, envoyer d'argent à leurs familles qui restaient sur l'île. Est-ce que la France a les moyens de pression sur les Comores pour les obliger à revenir sur leur refus de faire accoster des navires français? Un refus qui a été manifesté encore récemment, là. Oui, les moyens de pression sont toujours les mêmes, c'est-à-dire c'est des moyens de pression d'ordre économique. Si les Comores continuent de refuser d'accepter les refoulés de Mayotte, il y aura des mesures de rétorsion, des aides qui ne seront pas envoyées, des programmes qui seront annulés. C'est une possibilité. Il faut rappeler qu'en 2018, il y avait eu une crise entre la France et les Comores, puisque les Comores avaient refusé d'accueillir justement des refoulés de Mayotte, parce que à Mayotte, il y avait des violences qui étaient commises contre des personnes en situation irrégulière, essentiellement des Comoriens, par des comités de défense, des formes de milices villageoises du côté de Mayotte. Donc il y avait eu une crise diplomatique, les Comores avaient refusé donc, de recevoir les refoulés de Mayotte, et en réaction, donc, la France avait menacé de couper un certain nombre d'aides et avait indiqué ne plus donner aucun visa à aucun ressortissant comorien. Donc la France a évidemment des moyens de pression. C'est l'un des principaux partenaires économiques des Comores. Donc cette puissance-là, elle pèse énormément. On imagine que Gérald Darmanin fera jouer tout ça parce qu'il, lui aussi, d'un point de vue domestique, il joue gros. Il veut montrer une main de fermeté. Il veut aussi faire comprendre, même de manière subliminale, à certains milieux de droite et d'extrême droite, que cette politique d'expulsion massive expérimentée à Mayotte pourrait être utilisée sur le continent européen, dans l'Hexagone, un de ces jours. Donc, on imagine qu'il fera tout ce qu'il pourra. Les intentions de Darmanin, je ne les connais pas vraiment, mais ce que je sais, c'est que Mayotte et plus globalement les territoires ultramarins français servent toujours de laboratoire, toujours. Que ce soit dans les mesures, dans les lois qui concernent l'accès à la nationalité, dans les mesures de répression contre l'immigration, ça sert de laboratoire, et Mayotte est un laboratoire de lois contre l'immigration clandestine. Donc, c'est sûr que ce qui se passe là, et de nombreuses organisations dénoncent le fait qu'on est hors du droit
dans ce qui se passe là, qu'on risque en tout cas d'être hors du droit, c'est sûr que c'est un avertissement. Mais d'une manière plus globale, les Français de la France dite métropolitaine devraient s'intéresser de beaucoup plus près à ce qui se passe en Outre-mer, parce qu'à chaque fois, on constate que ce sont des essais qui sont menés dans l'Outre-mer, et si ça passe, après, on les généralise à l'ensemble du territoire français. Merci beaucoup, Rémi. Rémi Carayol, donc, qui est cofondateur du site indépendant Afrique 21 et donc tu es l'auteur d'une série d'articles intitulés « Une post-colonie au XXIe siècle » qui nous permet d'en savoir plus sur les enjeux entre Mayotte et les Comores. Merci beaucoup à toi. Merci.